Ah mais combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce deuxième numéro de Lumière Rouge, dans lequel Ralph et moi-même allons parler de l'un des sujets récurrents de l'androsphère, à savoir l'hypergamie. L'hypergamie, c'est ce principe qui unit et allie attirance sexuelle et ressources financières. Nous allons donc tenter de répondre à la lancinante et éternelle question. Alors, toute députe, bienvenue sur Lumière Rouge. Alors, un petit avertissement avant tout. Tout au long de cet épisode, nous allons et très largement généraliser. En effet, contrairement à ce que prétendent de nombre d'imbéciles, il faut généraliser si on veut parvenir à une certaine forme de connaissance et de compréhension. Généraliser, c'est ce qui permet d'obtenir, à partir d'un certain nombre de faits, une règle, c'est-à-dire une approximation du réel, propre à être utilisée dans le cadre d'une réflexion. Ce qu'il faut éviter, et ce qui est bel et bien un sophisme, c'est la généralisation abusive, c'est-à-dire la généralisation, l'émission de règles, à partir d'un seul cas, ou d'un trop petit nombre de cas. De sorte que quand vous émettez une règle générale basée sur l'observation, et que vous avez un type qui se croit malin en vous disant « il ne faut pas généraliser, tenez, moi par exemple, j'ai un ami qui… » Alors non seulement le plus souvent il ment parce que cet ami n'existe pas, mais en plus c'est lui qui commet une erreur logique en prenant un cas unique pour infirmer une règle globale. Étant donc bien entendu qu'il existe toujours des exceptions à tout, nous userons dans cette intervention de termes comme les hommes, ou encore les femmes, qui doivent être compris comme un nombre suffisamment important d'hommes ou de femmes pour qu'on puisse considérer la chose comme une norme ou tout au moins comme une tendance globale, nonobstant d'éventuels cas isolés qui contrediraient cette tendance. Voilà, ce point étant éclairci, parlons de l'hypergamie. Alors, je serais beaucoup moins subtil, personnellement. Vas-y. À la question « les femmes sont-elles toutes des putes ?» Ma réponse est « bien sûr, les femmes sont toutes des putes. Toutes. » Voilà. Mais je vais expliquer pourquoi. Parce que c'est pas si grave que ça. Je serais plus nuancé pour ma part. J'aurais tendance à considérer que c'est pas que les femmes sont des putes, c'est que la plupart des putes sont des femmes. mais nous allons évoquer tout cela. Alors, pour aborder l'hypergamie, il faut tout d'abord comprendre la manière dont les animaux, et en particulier les mammifères, et en particulier les primates, se reproduisent. Parce que tout, oui je dis bien tout, ce qui détermine nos comportements sexuels et amoureux vient de là. Il y a deux sexes. Oui, je sais qu'il y en a que ça choque, mais il y en a seulement deux. Les mâles et les femelles. Les mâles sont en concurrence entre eux pour l'accès aux femelles. Les mâles qui perdent à ce jeu-là n'ont rien, il n'y a pas de lot de consolation. Ils ne se reproduisent pas et ils disparaissent de l'histoire évolutive. Les femelles sont en concurrence entre elles pour l'accès aux mâles de la meilleure qualité possible. Les perdantes ont habituellement un lot de consolation. Elles se reproduisent quand même, mais avec un mâle de moins bonne qualité que ce qu'elles espéraient. Il n'y a que dans l'espèce humaine, et que depuis 2 générations grosso modo, qu'on trouve en grand nombre des femelles qui ne se reproduisent pas. Alors attention, des femelles sans descendance, il y en a toujours eu. Que ce soit parce qu'elles sont stériles, qu'elles ont perdu leurs petits, ou pour toute autre raison. Mais elles ont toujours été rares. Rares à un tel point que quand il s'agit de calculer l'efficacité d'un caractère héréditaire en statistique génétique, on se base sur la descendance mâle de l'individu ayant ce caractère. Parce que c'est celle qui fait la différence. L'intégralité de la descendance femelle étant supposée se reproduire la plupart du temps. Pourquoi est-ce que ce sont les mâles qui supportent un tel niveau de concurrence ? Tout simplement parce qu'ils sont plus en demande que les femelles en matière de sexe. Et pourquoi sont-ils plus en demande ? Parce que la sexualité leur coûte moins cher. Pour un mâle, un coup tiré, ça ne coûte pas grand-chose. Pour une femelle, c'est la possibilité d'une grossesse, donc d'une mise en danger personnelle, et de plusieurs années à devoir se coltiner les petits. Bref, le rapport sexuel dans la nature coûte davantage aux femelles qu'aux mâles. Et puisqu'il leur coûte davantage, elles vont essayer
de faire en sorte que ce coût soit absorbé, au moins en partie, par le mâle. Du moins dans certaines espèces. La loi de Briffaut nous apprend en effet la chose suivante. Je cite, « C'est la femelle et non le mâle qui détermine les conditions d'existence d'une famille. Si la femelle ne peut obtenir aucun bénéfice d'une association avec le mâle, alors il n'y a pas association. » Fin de citation. En clair, si dans votre espèce, les femelles n'obtiennent des mâles rien d'autre que des spermatozoïdes, alors il n'y a pas de famille, parce qu'elles n'ont aucune raison de s'encombrer pour le plaisir de la présence d'un mâle. S'il y a en revanche besoin, pour quelque raison que ce soit, de plus d'un parent pour élever la descendance, alors il va y avoir famille. Bon, en réalité, la loi de Briffaut admet quelques exceptions, notamment chez les poissons, par exemple l'hippocampe ou le chabot du lèze, chez qui c'est le mâle qui s'occupe des descendants, ou encore le poisson clown, comme Nemo, qui a une sexualité vraiment bizarre et assez hardcore. Mais pour les mammifères, vous pouvez être certain que le principe de Briffaut marche à tous les coups. Donc pour s'attirer l'intérêt d'une femelle de son espèce, le mâle doit pouvoir montrer qu'il va être capable de seconder la femelle dans la protection et dans l'élevage des petits. Par exemple, chez plusieurs espèces d'oiseaux, c'est le mâle qui va construire le nid et ensuite tenter d'y attirer une femelle. Chez les primates, il est fréquent que le mâle porte à la femelle de la nourriture. C'est une manière de lui dire « Tiens, regarde, tu peux te reproduire avec moi, puisque quand tu seras enceinte ou quand tu seras vulnérable du fait des 3 gosses qui s'accrocheront à toi, moi je pourrai te porter de la bouffe. » Chez les chimpanzés, ça se manifeste par des offrandes de viande, chez les bonobos par des offrandes de fruits, et chez les humains par des invitations au resto. Mais ce même comportement s'observe aussi chez beaucoup d'autres espèces, y compris des insectes. Il est donc très commun que les mâles, pour pouvoir attirer les femelles, doivent leur offrir quelque chose, donc leur apporter des ressources. Et les humains ne sont pas une exception. Il y a une chouette BD de Saturday Morning Breakfast Cereal qui résume très bien cela. Une nana explique que pour elle, ce qui rend un mec sexy, c'est avant tout de tuer un gros animal, de lui porter sa viande, puis de partager le surplus de viande avec les autres membres du clan pour gagner en statut social. Aujourd'hui, on chasse moins souvent le mammouth, mais on bosse à l'usine ou au bureau pour ramener à la maison un chèque de salaire dont, je vous le rappelle, Bobonne décidera en moyenne de 80% de l'usage. Autre temps, même mœurs. Du coup, si vous êtes un prolétaire financier, vous avez de bonnes chances d'être aussi un prolétaire du sexe. Il faut un minimum de ressources pour être en mesure d'attirer et de séduire. En prévision de cette émission, j'ai publié un article présentant 2 études récentes, une de 2014 et une de 2018, concernant ce phénomène et toutes les deux assez édifiantes. L'étude de 2014 portait sur les relations que percevaient les femmes entre le luxe et le sexe. En gros, on a pris comme cobaye, dans le cadre d'une étude marketing, un grand nombre de femmes et on a divisé ces cobayes en plusieurs groupes. Aux unes, on présentait une pub avec un sous-entendu sexuel pour un produit de luxe. Pour faire simple, la pub suggérait que le personnage féminin allait coucher pour obtenir une voiture, un bijou ou un parfum. À un autre groupe, on présentait la même pub, mais pour un produit cheap, genre un paquet de chips. Eh bien, la plupart des spectatrices trouvaient la deuxième pub choquante et vulgaire, mais la première plutôt sexy et sympa. En clair, ce qui les choquait, ce n'était pas l'idée de coucher pour obtenir quelque chose, mais bien de coucher alors que ce qu'elles pouvaient obtenir n'était pas assez cher. Intéressant, non ? Je vois Ralph qui se marre. L'étude de 2018 présentait aux cobayes des deux sexes des séries de 5 ou 6 photos thématiques qui s'achevaient par une photo érotique. Et on leur demandait de noter leur niveau d'excitation. Ce qui intéressait les expérimentateurs, c'était de voir si les gens se déclaraient plus excités par une photo porno, après avoir vu des chiens, des paysages, des personnages pauvres, des personnages riches, etc. Et là, résultat très clair également, les cobayes masculins n'étaient pas affectés par les indices de pauvreté ou de richesse des images de femmes, ils étaient affectés par la beauté, alors que les cobayes féminins étaient beaucoup plus réceptifs à la sexualité après avoir été confrontés à des images de richesse. Alors pour autant, il ne faut pas croire qu'il n'y a que le fric qui compte. Ce qui compte, ce sont les ressources. Et certaines de ces ressources sont financières, mais d'autres ne le sont pas. Exemple typique, la fille de la bourgeoisie au XVIIe siècle qui épouse un noble ruiné. C'est elle qui a le pognon. Mais lui apporte une ressource que son pognon à elle ne pourrait pas acheter sinon, le nom de famille et l'intégration de l'aristocratie. Là, on a bien une ressource symbolique, sociale, mais pas financière. Même principe, par exemple, en 1918, avec la valeureuse institutrice de village qui épouse une gueule cassée. Elle n'aime pas forcément le mec, ses blessures le rendent hideux, il est traumatisé, sans doute insupportable, alcoolique, mais ça lui permet à elle de montrer son patriotisme et son dévouement. Donc là encore, il lui donne accès à une ressource symbolique. Mais le financier compte quand même. Surtout à notre époque où la plupart des autres valeurs ont disparu. Quasiment plus personne n'épousera un mec parce qu'il connaît la Bible sur le bout des doigts, par exemple. Ou parce qu'il a un 2 dans son nom, mais un compte en banque dans le rouge.
Cette attitude, cet intérêt pour les valeurs matérielles, vous allez le retrouver partout. Que demandent tous les parents du monde le jour où leur fille leur dit qu'elle a un copain? Ils demandent et il fait quoi dans la vie, ce jeune homme? Et ses parents, ils font quoi? Parce que tous les parents du monde souhaitent que leur fille s'installe avec un mec qui, à minima, ne sera pas un boulet pour elle, quoi. De tout cela découle une théorie, un principe, qu'on appelle la théorie du marché sexuel. Cette théorie dit qu'on peut se représenter les relations de séduction comme un vaste marché ouvert. Les femmes y mettent en vente l'accès à leur sexualité en échange des ressources que les hommes peuvent apporter. Bien entendu, la valeur d'achat ou de vente de chaque relation varie au fil du temps. La valeur des femmes varie en fonction de leur charme, de leur beauté, de leur âge, de leur nombre de partenaires passés, alors que la valeur des hommes varie d'abord en fonction de leurs ressources, et seulement en deuxième lieu, en fonction d'autres aspects comme leur physique. Le résultat, c'est qu'avec le temps, les femmes perdent de la valeur, alors que les hommes ont tendance à en gagner. Les femmes dévaluées doivent se contenter d'acheteurs à faible pouvoir d'achat, tandis que celles qui ont su garder une part importante de leur valeur peuvent se permettre d'accrocher des cadors. Dans ce contexte, l'hypergamie, c'est tout simplement l'attitude qui consiste pour une femme à se comporter en acteur intelligent du marché, c'est-à-dire à maximiser ses gains. Donc à essayer d'obtenir le partenaire le plus hautement qualifié en échange de sa propre valeur sexuelle. Voilà pour la base et pour l'introduction générale. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Ralph, à toi. Alors, je découvre en même temps que les autres ta chronique, et comme je l'ai dit, je vais être beaucoup moins subtil, parce qu'au final, quand on a cut de bullshit, comme on dit, eh ben, il n'y a plus que le financier qui compte, et c'est pas Ralph Atoustra, le célèbre misogyne, qui le dit, mais David Buss, qui a écrit un livre qui s'appelle Les stratégies de l'amour, et qui a écrit notamment dans son chapitre 2, un chapitre qui s'appelle « Que veulent les femmes ?» Et David Buss ne sort pas tout ça de son cerveau. Il a mené une étude fleuve sur 10 047 personnes de 37 cultures différentes, sur 6 continents, dans des contextes insulaires, dans des pays pauvres, dans des pays riches, dans des pays communistes, dans des pays ultralibéraux, dans des patriarcats, dans des milieux ruraux, dans des milieux urbains, et à tous les âges de 14 à 70 ans. Et sa conclusion est sans appel: toutes les femmes, absolument toutes les femmes, sont des putes. Aucun homme ne coïte gratuitement des femmes minces, jeunes, jolies et fertiles. Ça n'existe pas. Alors, entre la pute qui fait des passes à 5 € dans un camion au bois de Vincennes et la douce épouse soumise mariée vierge, vous me direz, c'est pas exactement la même chose. Mais en réalité, il existe entre elles une différence de degré, mais pas de nature. Tous les rapports homme-femme sont prostitutionnels par essence. Alors j'entends déjà les plus romantiques d'entre vous, les plus fleurs bleues, me dire que les femmes privilégient bien d'autres critères que l'argent dans le choix d'un partenaire. Et c'est un peu ce que tu avais commencé à dire, Martial. Tu es peut-être encore un peu naïf. Non, en réalité, c'est le seul critère qu'elle privilégie. Tous les autres critères de choix des femmes sont des marqueurs indirects de solvabilité, présente ou future. Alors, parmi ces qualités que recherchent les femmes chez l'homme, à part la solvabilité, à part l'argent pur, la première qui vient en tête, c'est le statut social. À solvabilité égale, une femme préfère un médecin pauvre qu'un éboueur riche. Tout simplement parce que le statut prestigieux d'un homme est l'assurance d'un accès pérenne aux ressources. Donc là, le rapport avec les ressources est assez évident. Je n'y reviens pas. Les femmes sont également sensibles à l'âge des hommes. Elles ne sont pas attirées par les jeuneaux en général. Elles aiment les partenaires plus âgés, tout simplement parce que les hommes jeunes sont la plupart du temps peu fortunés et n'ont pas de statut social. Ils sont donc moins solvables. Les hommes mûrs sont également plus consciencieux et fiables. Ils sont donc davantage solvables, nous l'avons vu, et ils ont davantage de chances de le rester surtout. Même un homme très vieux, s'il est riche, il accède sans difficulté aux orifices de jeunes femmes minces. Et quand une femme jette son dévolu sur un jeune insolvable, ce qui peut arriver, elle doit évaluer celui qui réussira
et elle doit laisser les autres sur le bord du chemin. Si tel est votre cas, si vous êtes insolvable parce que vous êtes très jeune et que vous sortez avec une fille, eh bien, vous avez intérêt à remplir très très vite les espoirs de solvabilité que la femme a mis en vous, sinon elle vous quittera sans aucune pitié. Les femmes aiment également les hommes ambitieux et travailleurs. Bon là je vous fais pas un dessin. Un homme qui travaille dur, c'est un homme séduisant. Un homme qui rêvasse et qui se branle toute la journée sur X hamster, c'est un homme repoussant. Les hommes feignants, les hommes sans ambition sont méprisés des femmes, eh bien pour une raison toute simple, c'est parce qu'un travailleur a plus de chances d'être solvable et de le rester. Les femmes, je ne sais pas si tu as remarqué ça Martial, mais aiment les hommes stables et les hommes fiables. Pourquoi ? Parce que les hommes peu fiables fournissent des ressources inégales et ils engendrent des coûts. Les femmes, par exemple, adorent les hommes qui ne se plaignent jamais. Les rocs. Rien n'assèche plus le vagin d'une femme qu'une chouineuse. Les chouineuses s'adonnent au commérage, s'effondrent en cas de problème, s'effraient du travail à faire au lieu de le faire. Les femmes qui ont sélectionné des pleureuses dans l'histoire évolutive, les hommes qui ont donc sélectionné des pleureuses fragiles pour les féconder, eh bien, elles ont disparu au fil de l'évolution. Elles sont mortes de faim et leurs enfants aussi. Les femmes aiment également les hommes intelligents. Les femmes sont très sensibles à l'intelligence. Mais parce que l'intelligence est le moyen connu le plus sûr de prédiction de réussite d'une personne. Une femme ne consentira jamais, je dis bien jamais, à transmettre ses gènes avec un homme moins intelligent qu'elle. Alors on ne sait pas exactement ce qu'est l'intelligence, ni ce que mesurent les tests d'intelligence. En revanche, ce qu'on sait, c'est ce que sont capables de réaliser ceux qui la possèdent. L'homme intelligent a une capacité plus grande à influencer les autres, et il prévoit mieux les dangers. L'homme intelligent, c'est pas l'intellectualisme à la française, le verbiage, la fausse érudition. Un imbécile, par exemple, il ne saisit pas la subtilité des concepts ou des situations. Il dit ce qu'il ne faut pas dire au mauvais moment. Il refait sans cesse les mêmes erreurs. Il ne reconnaît pas ses torts. Il noue les mauvaises alliances. Il ne résout pas les problèmes existants et il en crée de nouveaux. Il concentre son énergie sur ce qu'il ne peut pas changer. Il n'a pas d'humour. Il épuise son entourage. Il ne reconnaît pas la hiérarchie naturelle. Il apporte de la confusion là où il ne devrait pas y en avoir. Sa stupidité engendre donc des coûts pour la société tout entière. Un homme stupide ne peut attirer qu'une femme stupide, et ils donneront malheureusement naissance à un autre imbécile qui à son tour perpétuera le cycle interminable de la connerie parce que les socialistes ont décidé qu'il ne fallait pas laisser mourir de faim les imbéciles. Privilégier l'intelligence, l'humour, parce que l'intelligence c'est l'humour aussi, Privilégier l'intelligence, l'humour, la subtilité, l'esprit, c'est donc privilégier chez l'homme la solvabilité. Et ça marche avec tout un tas d'autres critères. Ainsi, la pute ou la femme, enfin vous l'appelez comme vous voulez, c'est pareil, choisira un partenaire avec lequel elle est le moins susceptible de rentrer en conflit. Elle privilégiera un homme qui partage donc ses croyances, sa vision du couple, sa religion, ses opinions politiques, sa culture. Elle cherchera son semblable. Pas par loyauté envers sa classe ou envers son ethnie. La femme n'est pas loyale, elle s'en fout de ça. Mais parce qu'en réduisant les conflits, elle réduit le coût énergétique de la relation et la probabilité qu'elle se termine prématurément, entravant ainsi son accès aux ressources. Les femmes d'ailleurs qui sont trop attirées par l'exotique, trop attirées par le différent, fuyez, ce sont des folles. Alors c'est vrai qu'en cas de guerre, la femme s'offrira tout entière au vainqueur. Les femmes donnent leur cul au vainqueur, mais elles donnent aussi leur cœur au vainqueur. Eh bien parce que le vaincu n'a plus accès aux ressources. Ça ne servait à rien de tondre les femmes à la libération. Les femmes donnent leur cul aux vainqueurs dans toutes les guerres, en tout temps et en tout lieu. Les femmes aiment aussi les hommes beaux, grands et forts. Mais pour une raison simple, c'est pas pour des critères esthétiques. Les hommes forts et beaux sont en bonne santé, donc plus aptes à apporter de la ressource, et les hommes grands particulièrement réussissent mieux dans la vie et possèdent un avantage concurrentiel décisif
pour protéger la femelle, sa progéniture et ses ressources. Alors vous me direz, c'est horrible. Et l'amour dans tout ça? Et l'amour, bordel? Eh bien c'est simple, je vais vous expliquer d'où vient l'amour. Il ne suffit pas à l'homme de posséder des ressources. La femme doit encore être certaine qu'il est disposé à les dépenser pour elle. La ressource est observable. Tout le monde la voit. L'engagement, lui, relève du fort intérieur et ne peut être déduit que de signes indirects. Cadeaux, tendresse, engagement, jalousie. Ces signes d'amour ne sont que le marqueur qu'un homme est disposé à mettre à disposition ses ressources. L'amour n'est pas, comme le prétendent certains, une invention moderne des sociétés occidentales, pas du tout. L'amour est aussi vieux que l'humanité et il est universel. La femme donc n'a qu'un seul critère de choix en définitive, c'est la solvabilité. Il n'y a rien d'autre. Une femme ne vous aime pas parce que vous êtes drôle, elle s'en fout. Vous ne serez jamais pour elle qu'un pourvoyeur. Ce que pleure une femme quand un homme la quitte, c'est le gain perdu et la peur de ne plus retrouver un homme qui lui accordera autant d'avantages. Le jour où un meilleur provider tape à la porte de sa schneck, elle redevient toute sourire. La solvabilité, la capacité à générer des ressources, à les conserver et à les investir. C'est la seule chose qui existe. La femme est une pute, la femme est une grosse pute, et heureusement d'ailleurs. La femme gratuite, la femme qui donne sa chatte et son utérus au premier connard venu, est un danger pour elle-même, bien sûr. Elle est un danger pour ses enfants. Elle est un danger pour la collectivité. Et elle est un boulet pour l'espèce humaine. Le rôle de la femme dans la compétition sexuelle, c'est de sélectionner les meilleurs gènes possibles et de laisser les insolvables, les incapables, les faibles, les fragiles, les débiles, les fous disparaître génétiquement de l'espèce humaine. Alors, j'en ai un peu terminé avec cette histoire de solvabilité et j'aimerais qu'on ne commette pas l'erreur de tomber dans une analyse trop naturaliste, parce que tout ramener à la biologie et à la compétition reproductive, c'est un écueil de la pensée, et parce qu'il y a un contexte. Et il y a un contexte qu'il ne faut pas négliger. Et quand on parle de pilule rouge, on parle très souvent du contexte actuel des relations hommes-femmes. Un contexte qui est inédit. Peut-être un contexte qu'on n'a jamais connu dans toute l'histoire humaine. Que je pourrais résumer... Alors je ne sais pas si tu veux te lancer dans un résumé du contexte actuel des relations hommes-femmes, mais disons que côté femme, il n'y a plus aucune barrière à l'hypergamie féminine. D'abord, il n'y a plus de barrière biologique, puisqu'il y a des moyens de contraception, qu'on peut aujourd'hui avorter sans danger. Alors oui, effectivement, quand même, le point essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on peut obtenir des ressources sans offrir au mec de descendance. Oui, parce que on contrôle les femmes ont un contrôle sur leur utérus, tout simplement. Donc il n'y a plus la barrière biologique qui à un moment stoppait la femme dans son hypergamie et stoppait sa femme dans la recherche d'un meilleur partenaire possible. Aujourd'hui il y a la libération des mœurs. La femme n'est plus limitée par des contraintes sociales, des contraintes de mœurs trop fortes. Donc il n'y a plus d'entrave à l'hypergamie et à la soif de ressources des femmes. Je dirais que c'est la grande différence entre les époques passées et l'époque actuelle, encore que ça se discuterait, puisqu'on a vu dans des époques de décadence à la fin de l'Empire romain, etc., que ça s'était déjà produit. Oui, ça s'est déjà produit, mais ce qui est singulier à notre époque, c'est qu'on a un accès à l'information et aux autres considérable. Il y a 2 générations, rencontrer des gens en dehors de son village ou de son quartier, c'était pas si facile. Il fallait se déplacer physiquement. Aujourd'hui, vous avez Facebook. Vous avez Adopte un mec. C'est-à-dire que, de toute façon, même si vous êtes grillé auprès de tout le monde dans votre entourage immédiat,
ben, vous aurez toujours plus mort de faim que vous pourrez trouver ailleurs, quoi. Exactement. Les marchés s'est élargi, ce qui fait que les femmes aujourd'hui elles peuvent se permettre de fréquenter un bad boy instable, par exemple, pour goûter aux frissons. Elles peuvent s'offrir à des hommes qui, dans un autre contexte, leur auraient été trop évidemment supérieurs et auxquels elles ne se seraient pas intéressées parce qu'elles n'auraient pas eu les moyens de s'intéresser à eux parce qu'ils les auraient abandonnés, fatalement. Les femmes ne pouvaient pas faire durer éternellement la phase de conquête des prétendants, ce qu'elle fait aujourd'hui. Alors elle croit que c'est éternel, bien que ça ne le soit pas, on va revenir après. Et elle ne pouvait pas jouer au petit couple pendant des années pour de faux. Et donc dans l'ancien système, tout était fait pour préserver et pour protéger la structure familiale. Et c'est cet édifice qu'a volé en éclats. Hein, aujourd'hui, la femme peut partir, le juge lui donnera des ressources, la CAF lui donnera des ressources, de nouveaux pourvoyeurs se feront connaître alors que ça n'aurait jamais été le cas par le passé. Et oui, c'est-à-dire qu'elle a un accès aux ressources qui est quasiment illimité par rapport à ses grands-mères et ancêtres. Autrefois, si elle perdait le mec, elle perdait les ressources. Aujourd'hui, elle peut perdre le mec et garder les ressources du mec. Et trouver un autre mec qui va lui apporter des ressources aussi, tout en gardant, ça s'appelle une pension alimentaire, quoi, tout en gardant une partie des ressources du premier. Avant d'aller plus loin, quand même, j'aimerais revenir sur le terme de pute. Bah oui. Non, je pense sincèrement qu'il y a une vraie différence entre les prostituées et les autres. Oui, je m'explique. La prostituée est beaucoup moins chère. La prostituée, toutes les femmes... alors, attends, c'était quoi ? C'est une phrase de moi. Hein. Toutes les femmes ont un prix, la pute l'affiche. Voilà, la pute l'affiche, et la pute est beaucoup moins chère. C'est-à-dire que ça se fait en quelques billets, quoi. T'as pas besoin de séduire, parce que quand même, toute la phase de séduction, la phase d'invitation, de cadeau, etc., tu investis des ressources, tu sais pas si tu t'uniques à la fin. Hein. La pute, au moins, tu sais. Mais surtout, c'est pas pour rien que beaucoup de féministes détestent les putes et et prétendent faire leur bien en faisant l'inverse de ce que demande le syndicat des prostituées. Et ce, pour une raison très simple. Souvenez-vous de l'histoire de marché sexuel. La valeur d'un bien sur un marché, ça dépend de sa disponibilité. Si vous laissez un grand nombre de mecs qui sinon seraient à la galère sur le marché du sexe, si vous laissez donc un grand nombre de mecs accéder à la sexualité pour quelques dizaines d'euros, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que ces mecs-là, il y en a au moins une partie qui seront plus prêts à tout, à n'importe quoi, à investir énormément de ressources pour le dernier ton venu. Donc, en pratique, si vous interdisez la possibilité de recours à la prostitution, ça veut dire que donc cet accès au sexe payant et peu cher disparaît. Donc mathématiquement, la valeur du service sexuel proposé par les autres vendeuses, donc par les femmes non prostituées, augmente en moyenne. Exactement comme si vous fermez tous les restos d'une rue sauf un, ce resto va devenir très attractif, même si sa cuisine est dégueulasse. Bah ouais. Ce qui veut dire qu'on va avoir à la marge des hommes qui, pour avoir un accès au sexe, vont accepter des femmes plus laides, moins supportables, plus exigeantes que ce qu'ils auraient accepté en d'autres circonstances. En clair, ça veut dire que l'interdiction de la prostitution favorise les femmes moches et insupportables et défavorise l'ensemble des hommes. Alors, c'est pas compliqué, on est sur un marché. L'homme veut baiser pour le moins cher possible, et la femme veut vendre sa chatte le plus cher possible. C'est normal. Mais alors, à ce petit jeu, attention, parce que hommes et femmes ne sont quand même pas logés à la même enseigne. C'est-à-dire que l'homme qui va tenter d'acheter beaucoup moins cher qu'à sa valeur réelle le rapport sexuel, il viole. Alors que la femme qui vend une promesse de rapport sexuel et qui ne fournit jamais la prestation,
elle ne peut avoir absolument Tout à fait. aucun problème. Parce que la délinquance relationnelle, ou en tout cas la criminalité relationnelle masculine, est pénalisée, alors que la criminalité relationnelle féminine, c'est-à-dire la manipulation, le fait de rendre l'autre fou, c'est free pussy pass. Oui. Alors, on voit et on comprend que on est dans un contexte de relation homme-femme, dans un contexte de compétition sexuelle, de concurrence sexuelle, qui est extrêmement particulier, mais qui, si on prend un petit peu de hauteur, finalement, la compétition sexuelle n'a jamais été si peu agressive que dans l'Occident contemporain. Les risques et le sacrifice n'ont jamais été si peu élevés. Pour l'accès à la femelle, pour la séduction, pour l'accès à la femelle, pour conserver la femelle, ça n'a jamais été aussi compliqué qu'aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Mais du temps du patriarcat, du temps de la sainte White Sharia, il fallait passer par la médiation du père pour avoir accès à un vagin. Et c'était très bien. Ouais, c'était super. Et le père, il est bien plus hypergame que sa fille, vous pouvez me croire. Le patriarcat, c'était de la sélection naturelle au carré. Il fut un temps où les domestiques n'arrivaient jamais à atteindre le niveau de solvabilité qui leur aurait permis de se marier et de se reproduire. C'était le maître qui troussait la bonne, et s'il était sympa, élevait les bâtards. Nos ancêtres se sont reproduits au néolithique avec la peur journalière de se faire manger par un prédateur. On s'est reproduit pendant la peste noire avec 80% de mortalité infantile, 50% de morts en couche et le risque pour l'homme de se faire égorger par un brigand à chaque coin de rue. Donc il faut relativiser la compétition sexuelle actuelle et le contexte actuel. Alors pour relativiser, je mettrai le lien de l'étude en lien, je l'ai quelque part sur Néo. Je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est 1 pour 17. Je m'explique. 6000 ans avant notre ère, donc fin de la préhistoire, en Europe occidentale, les ancêtres des Caucasiens, il y avait en moyenne un homme qui se reproduisait pour 17 femmes. Ça veut dire qu'il y avait 16 mecs qui étaient tués ou castrés avant d'avoir pu se reproduire. Selon David Buss, donc, qui est le prophète archéofuturiste des relations modernes en termes d'évo-psychologie, il dit pas que 90% des hommes se reproduisent. Il dit un autre chiffre encore plus intéressant, il dit que 90% des hommes ont l'occasion de se reproduire un jour ou l'autre. Alors après, il y a les hommes, ils sont pas contents du modèle qu'on leur propose pour se reproduire, mais ça c'est autre chose. Elle est trop vieille, elle est trop grosse, elle est trop chiante, mais aurait-il mérité mieux dans un autre contexte ? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Je pense qu'il y a des hommes aujourd'hui qui sont perdants au change, oui, mais pas sûr. Il y a des hommes qui sont pas perdants, il y a des hommes qui le sont pas. Donc voilà. Voilà pour le contexte de compétition sexuelle, et les femmes sont des putes comme elles l'ont toujours été, rien ne change. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant que tu as dit au début et sur lequel je voulais revenir, c'est que pendant toute l'histoire de l'humanité, quasiment, la pression sélective s'est exercée sur les hommes. On est bien d'accord ? Oui. Ah, oui. Et qu'on est en train de vivre une époque formidable où la pression sélective s'exerce aussi désormais sur les femmes. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec soit énormément de femmes nullipares, c'est-à-dire qui ne font pas d'enfants, ce qu'on appelle le cimetière des éléphants, soit avec des femmes qui vont avoir pondu des chiards avec des partenaires pas fiables, des queutards, des gros fils de pute. Et donc ces enfants, ils vont avoir un handicap eux-mêmes dans l'histoire évolutive, parce qu'ils vont avoir moins de chances ils partent mal. Ils partent mal. Donc en fait, on a une nouvelle pression sélective qui s'exerce sur les femmes qui n'ont pas réussi à gérer leur liberté, en quelque sorte. Je pense pas que ce soit que sur les femmes. En fait, tu as une pression sélective sur les couples, c'est-à-dire que
Finalement, ceux qui vont rester dans le type de couple traditionnel, du couple hétérosexuel, monogame, classique, et qui vont faire leurs 3 gosses, c'est eux qui vont avoir une descendance de qualité. Et c'est eux dont la descendance va pouvoir prendre les rênes. C'est certainement pas les familles recomposées avec deux mères et 4 pères et des gosses névrosés à 6 ans, quoi. Oui. Ils partent avec un désavantage évolutif énorme. Ils ont beaucoup plus de chances d'être tarés et de ne plus avoir les qualités essentielles que recherchent les femmes dans l'accouplement, ou alors les femmes de laisser passer leur temps, c'est-à-dire qu'une femme se vend quand elle est jeune et mince, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc on est dans une nouvelle ère de compétition sexuelle, après un moment de flottement. C'est-à-dire que pendant on va dire la deuxième partie du XXe siècle, on a été dans une telle ère d'abondance que finalement on en a oublié l'hypergamie, on en a oublié la compétition sexuelle. Tout le monde croquait à peu près. Tout le monde croquait à tel point qu'il y a Piketty, je ne sais pas si tu connais Piketty, qui est un économiste. Il a fait une étude sur... c'est un économiste qui est proche du parti socialiste, et très intéressant, et qui a fait une étude sur le rôle de l'héritage dans le mariage. Et il a démontré que pendant la deuxième moitié du XXe siècle, cette fonction de l'héritage avait totalement disparu dans le choix des partenaires, alors que c'est toute l'histoire. Mais alors, vous lisez la littérature française, vous lisez tout, je veux dire, ça n'est que ça, ça n'est que des histoires de familles qu'on marie, de pognon, et à un moment on a oublié ça. Et en fait, on est en train de le redécouvrir. Alors on est en train de le redécouvrir pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons. Mais on est à la fin d'une ère d'abondance qui nous fait redécouvrir la compétition sexuelle. Et ceux qui ne veulent pas jouer le jeu de la compétition sexuelle, ils disparaissent du pôle génétique de l'humanité, et puis c'est tout. C'est-à-dire que sur les dernières décennies, à un moment donné, on a essayé de croire, ou de faire croire, que le couple, éventuellement le mariage, c'était uniquement une question de sentiments purs et spontanés. Mais que dalle! Le couple, c'est une entité économique et de transmission du patrimoine, avant tout. Et ça l'a toujours été. Et ça n'est pas grave. C'est la règle. Ça n'est absolument pas grave. Ce qu'on est en train de dire, c'est que la femme est une pute, ça n'est pas grave. L'homme est un chien de la casse, il veut ensemencer la planète de son foutre, de toutes les jeunes femmes de minces, ça n'est pas grave. Le mariage est une communauté d'intérêt, ça n'est pas grave. Voilà, il faut juste le savoir. Voilà, il faut arrêter d'attendre des femmes et des hommes ce qu'ils sont incapables d'offrir. Précision pour les gens qui nous écoutent, qui pourraient trouver Ralph effroyablement grossophobe. Si les hommes aiment les femmes minces et jeunes, c'est pas arbitraire, hein. C'est parce que c'est les femmes en bonne santé et donc potentiellement fertiles. Il n'y a que les tarés et les pervers qui sont attirés par des femmes qui ne peuvent pas leur donner d'enfants. Un homme en bonne santé veut se reproduire, hein. Et qu'il le sache ou pas. L'actualité même récréative a tout à voir et voilà, est complètement influencée par l'instinct de reproduction. Alors on peut s'en éloigner un petit peu, heureusement quand même, on n'est pas des chenilles ou des cafards, mais il faut toujours garder ça à l'esprit. Le mec qui aime les femmes obèses, c'est un malade mental. Voilà. Alors, le mec qui aime les vieilles, il est fou. Il y a eu une époque où on aimait les grosses, c'est notamment au Moyen-Âge, parce que la graisse, c'était un signe de distinction sociale. En fait, la solvabilité. Voilà, c'est ça. On aimait les grosses parce que les grosses, c'était les femmes des riches. Voilà. Donc c'était ça montrait que le mec avait les moyens de bien la faire bouffer. Mais aujourd'hui, les gros, c'est les pauvres. C'est ça. Donc, on entend parfois l'argument selon lequel c'est arbitraire, autrefois on aimait les grosses. Non. On a toujours aimé les femmes en bonne santé.
Ouais. Voilà, l'homme cherche une femme en bonne santé, fertile. La femme cherche un homme qui lui apportera la sécurité financière. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et David Buss, alors si on peut, on mettra le PDF de David Buss en descriptif de la vidéo. J'essaye de l'obtenir. C'est la Bible en la matière. Voilà. Vous lisez ça, vous avez tout compris. Alors, sur, on va dire, la crise des relations contemporaines, et ce qui fait qu'il y a un grand nombre quand même, de mecs qui sont éjectés à un degré ou à un autre, j'aimerais parler d'un petit principe d'économie qui est le principe de diminution de l'utilité marginale. Alors, ce qu'on appelle l'utilité marginale, c'est la valeur qu'on attribue à un bien ou à un service. Par exemple, si vous sortez d'une marche en plein désert, 1 litre d'eau, vous serez prêt à le payer très très cher. Mais une fois que vous l'aurez bu, vous serez déjà prêt à payer moins cher le 2e litre, parce que vous aurez moins soif. Ou encore, si vous n'avez qu'un seul véhicule et que vous en avez besoin pour aller au boulot tous les jours, c'est catastrophique pour vous si ce véhicule tombe en panne. Donc l'utilité marginale du véhicule est importante. Mais si vous possédez 3 voitures et 2 motos, l'utilité marginale de chacun des véhicules est moindre, puisque vous pourrez toujours en cas de panne vous rabattre sur un autre. Donc plus vous disposez d'options, plus la valeur de chacune de ces options est faible. Alors aujourd'hui, réseaux sociaux et sites de rencontres aidant, la valeur marginale d'un grand nombre d'hommes est en totale décroissance. Il y a tellement de différentiels de demandes sexuelles entre hommes et femmes, tellement de mecs morts de faim et prêts à tout pour ne serait-ce qu'espérer tirer, qu'en vertu des lois d'offre et de demande, il faut vraiment être exceptionnel pour espérer attirer et conserver une femme d'une certaine qualité, tant les options dont elle dispose sont nombreuses. Une nana qui se connecte sur Tinder trouve quelqu'un pour réchauffer sa couette en 10 minutes à Paris et en 2 heures à la campagne, alors qu'un homme moyen peut passer des jours sans faire un seul match. Donc le contact et la possibilité de relation avec un membre de l'autre sexe acquièrent une valeur bien plus importante pour les hommes que pour les femmes. Et donc ce différentiel de valeur va aussi encourager encore plus de mecs à être morts de faim. Et finalement, c'est cette attitude de mort de faim et d'acceptation de tout et de n'importe quoi qui contribue à déréguler le marché aussi. Mais les hommes ne cesseront jamais d'être des morts de faim. Moi, je crois que c'est l'homme est conçu comme ça. Il veut baiser la planète entière. Moi, je crois que ce qui va réguler le marché sexuel, c'est la fin de l'abondance. C'est des temps difficiles qui font que les femmes ne pourront plus se permettre de faire n'importe quoi. Et à partir du moment où une femme est casée, elle sort de la compétition sexuelle, et l'homme aussi sort de la compétition sexuelle. Aujourd'hui, on est sur des gens qui en fait se mettent en couple plus ou moins longtemps, mais en fait ne sortent jamais de la compétition sexuelle. Ils sont toujours en recherche de mieux, de je ne sais quoi. Donc ils gardent leurs options ouvertes. Ouais, ils gardent toujours leurs options ouvertes. Mais dis donc, tu serais pas en train de réinventer le bon vieux couple catho à l'ancienne ? Bah, c'est pas le couple catho à l'ancienne, mais alors on a donné David Buss, qui est la Bible en matière d'évopsie pour les relations de couple. Et maintenant, on parle de Unwin, Sex and Culture. Une société ne fonctionne que si elle impose des règles en matière sexuelle. Voilà. Ah, de toute façon, pour accéder à un certain niveau de civilisation, il faut passer par des règles, effectivement. Notamment la monogamie exogamique, c'est quand même un... Ou la polygamie très limitée dans certaines régions, mais enfin chez nous c'est quand même la monogamie exogamique. Bah, disons qu'en pratique, les hommes de pouvoir sont quasiment toujours polygames. Ouais, voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive. Que ce soit par des escortes, par les maîtresses ou par les 4 femmes de l'émir, le mec au pouvoir s'arrange toujours pour être polygame. Mais il faut bien se représenter que pour une société, la monogamie, ça présente quand même un avantage extraordinaire. C'est-à-dire que l'extraordinaire puissance, l'extraordinaire énergie dont les hommes sont capables pour tenter de séduire les femmes, eh bien cette énergie-là, à partir du moment où vous êtes dans une société où la monogamie existe, ça veut dire que vous limitez considérablement les compétitions entre les hommes. Ça veut dire que, bien sûr, ils n'icront pas tous 200 partenaires, mais ils en auront tous une.
Et ça veut dire que donc toute leur énergie sexuelle, au lieu d'être utilisée dans une guerre perpétuelle de tous contre tous, eh ben on va pouvoir s'en servir pour agrandir le champ, pour construire des pyramides, pour aller sur la Lune, pour ou faire pour des bâtir recherches, des empires. pour inventer des vaccins Voilà. et ce genre de choses. Et de toute façon, ce sont les difficultés là qui vont arriver, qui vont nécessiter de nouvelles solidarités, c'est-à-dire plus de civilisation, et qui vont apporter de nouvelles contraintes. En fait, on est en train de vivre un semblant de bordel qui de toute façon ne va pas pouvoir durer, d'une manière ou d'une autre. Mais de toute façon, une civilisation, c'est une machine à fabriquer des frustrations et des névroses, et c'est très bien, parce qu'il faut fabriquer des frustrations. Oui. Non mais oui, c'est absolument indispensable pour construire l'individu. De toute façon, vous serez toujours frustré. C'est-à-dire que quand vous aurez niqué 1000 gonzesses les plus bonnes de la Terre, vous voudrez en niquer 10 000. Donc, ça ne suffira jamais. De toute façon, ça ne s'arrêtera jamais. Ouais. Oui, alors ça, pour un certain nombre d'hommes, surtout jeunes, qui nous écoutent peut-être, ne vous dites pas qu'il y a un jour où on a l'impression qu'on en a eu assez. Non, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Donc, par contre, il y a un jour où on décide que on va arrêter de courir après la chatte. Parce qu'on a mieux à foutre. Voilà. C'est une belle conclusion, ça. Bah ouais, écoute. Écoute, j'ai énormément aimé cette émission. Et tu vois, à partir d'une question simple, est-ce que les femmes sont toutes des putes ? Ça a l'air tout bête comme ça. Et puis ça nous amène dans des développements philosophiques sans limite. Voilà. J'adore ce genre de questions. Donc, pour toi, la réponse est définitivement oui. Oui. Pour moi, c'est oui, mais c'est plus compliqué que ça quand même. Voilà, voilà, même réponse. Oui, mais c'est plus compliqué que ça. Mais sinon, effectivement, la solvabilité fait tout. Juste une chose. Je voulais passer une dédicace au groupe du mythe de la gratuité des femmes, quand même, quand on parle de solvabilité et de relations hommes-femmes. Je crois pas que tu aies placé le mot dodu. Les dodus sont pas chers, voilà. C'est quand vous avez pas beaucoup d'argent, vous achetez des dodus. Ouais, on a l'air de se marrer comme ça. On a quand même tout à fait conscience d'à quel point c'est douloureux, ne serait-ce que parce qu'on y a été, dans cette situation-là, à quel point c'est douloureux pour un homme jeune de se retrouver en marge. S'il y a des mecs jeunes qui galèrent, qui nous écoutent, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, après 30 ans, tout change. Personnellement, j'ai jamais été un Apollon. Par contre, quand je me suis retrouvé à 30 balais, fraîchement divorcé, propriétaire de mon logement, avec un boulot de cadre, j'ai jamais autant niqué. T'es devenu beau. C'est ça. C'est un... Non, ouais, moi j'ai une histoire un petit peu différente, mais grosso modo c'est ça, quoi. Grosso modo c'est ça. C'est le chemin classique. Et puis, si tout ça est trop dur pour vous, je vais être un petit peu cruel, hein, mais si vous n'avez pas la force de vous battre, c'est peut-être parce que vous devez sortir de l'histoire évolutive humaine et puis trouver autre chose à faire de votre vie. Ne vous inventez pas des excuses délirantes pour justifier que vous voulez pas vous battre. Connaissez-vous vous-même et ne vous mentez pas à vous-même et essayez de faire quelque chose quand même de votre vie. Il y a des tas de gens qui n'ont pas réussi à ce niveau-là et qui ont eu des vies très utiles pour l'humanité. Oui, je suis pas sûr que Tesla ait niqué une seule fois dans sa vie, quoi. Mage noir, Tesla ? Je sais plus, mais je sais pas. Mais en tout cas, il avait pas de femme dans sa vie. Je crois pas qu'il ait eu d'enfant. Hein. Beethoven, c'est très connu. Donc, oui, il y a effectivement d'autres choses à faire de sa vie. Néanmoins, dites-vous qu'à partir du moment où vous êtes un homme, vous êtes dans la lutte, parce que c'est dans la nature masculine que d'être le sexe qui doit lutter, qui doit se battre, de conquérir,
qui doit conquérir. Voilà. Ouais. Et rien ne vous sera offert. Rien. On conclut là ? On se dit à la semaine prochaine. On n'a À pas la semaine encore le thème de la semaine prochaine, mais on commence déjà à avoir une petite idée. Et il se peut que ce soit une émission très intéressante qui du coup n'aura rien à voir avec la Red Pill. On vous tient très rapidement au courant sur la page Facebook de Bistrot des Hommes. Vous pouvez vous abonner à la page Facebook de Bistrot des Gentilshommes. Pardon. Vous pouvez vous abonner sur la page Facebook, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent. Vous vous abonnez à la page YouTube, vous mettez un pouce, vous likez, vous dislikez, vous commentez, vous mettez un commentaire constructif. Et on est ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Ciao, ciao. À très bientôt.